Les vieilles forteresses médiévales, comme les vieux châteaux féodaux, n'ont pas tous été détruits au cours des siècles pour ne laisser que des ruines comme témoignage d'un passé lointain. Dans les immenses plaines qui s'étendent sur les régions du Poitou et de la Charente, il existe encore, çà et là, quelques châteaux féodaux qui ont été plus ou moins bien conservés, mais qui sont les vestiges de cette ancienne et passionnante époque médiévale. Ainsi, près du petit village de Villeneuve-la-Comtesse, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Jean-d'Angély et proche de la forêt de Chizé, à la limite des départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, on peut toujours voir de nos jours se dresser une imposante et massive forteresse où l'on croirait encore entendre guerroyer hommes d'armes et chevaliers, le château de Villeneuve-la-Comtesse. Nous allons essayer de vous le décrire tout en vous racontant son histoire. La forteresse actuelle, qui remonte au début du XVe siècle, fait suite à un édifice précédent qui datait du XIIIe et qui fut complètement détruit pendant la guerre de Cent Ans. Il semble toutefois que ce soit vers l'époque de Charlemagne que se situerait, d'après la tradition populaire, l'origine de cet édifice. En fait, il n'existe que peu d'éléments précis de cette époque et il est fort probable que l'histoire ancienne de ce château soit intimement liée aux batailles et luttes rivales qu'entreprirent ceux qui étaient les maîtres d'Angleterre, d'Aquitaine et du Poitou, généralement suite à des litiges de succession et d'héritage, tout au long des XIe, XIIe et XIIIe siècles. On raconte que les premiers seigneurs de ces lieux semblent avoir été les Guillaume, ducs d'Aquitaine et comtes du Poitou, qui possédèrent pendant près de 2 siècles ce domaine qui s'appelait alors Villeneuve d'Argenson. La dernière héritière des Guillaume fut Éléonore d'Aquitaine. C'était la fille de Guillaume X d'Aquitaine et la femme d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Après sa mort, Villeneuve passa successivement aux mains de ses héritiers, à savoir ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, avant d'entrer dans la famille de Lusignan, peut-être par alliance, mais d'après certains historiens, plus vraisemblablement, suite à un don de Richard Cœur de Lion à Raoul Ier de Lusignan, seigneur d'Aix-Oudun, et époux d'Alix, comtesse d'Eu, et fille unique d'Henri, comte d'Eu et lord d'Hastings. Raoul est le premier seigneur dont nous ayons réellement eu connaissance, grâce à une charte qui donnait par l'intermédiaire de sa femme Alix de nombreux avantages aux habitants de Villeneuve. Raoul et sa femme firent bâtir à Villeneuve un édifice fortifié, entouré de douves, où ils aimaient séjourner et s'adonner à la chasse. Par la suite, Alix, qui était Lady d'Hastings, mais aussi comtesse d'Eu, donna son titre à Villeneuve, qui devint Villeneuve-la-Comtesse. Villeneuve passa alors à leur fils Raoul II de Lusignan, seigneur d'Aix-Oudun, dont la fille Marie épousa Alphonse de Brienne. Puis, de père en fils, le domaine échoua à Raoul Ier de Brienne, époux de Jeanne de Mello, puis à leur fils Raoul II de Brienne, connétable de France, comte d'Eu et de Guinness, qui fut décapité pour trahison sur ordre de Jean le Bon en 1350. Ces biens furent alors confisqués au profit de la couronne, et Jean le Bon les attribua par la suite à son frère Philippe de France, comte de Valois et duc d'Orléans. La possession du domaine fut alors l'objet de nombreux litiges et disputes. Attribuée par un don à Thomas de Woodstock, duc de Gloucester et fils du roi Édouard III d'Angleterre, elle fut contestée et très vite récupérée par Charles V, roi de France, pour son frère Jean, dit le Magnifique, duc de Berry et d'Auvergne, suite à la reconquête du Poitou par Duguesclin, victorieux à la bataille de Chizé le 21 mars 1372. À la mort de Jean, duc de Berry, le domaine revint au dauphin, le futur Charles VII. Mais cette possession n'était pas bien assurée. En effet, il faut se rappeler qu'entre 1340 et 1450, c'était l'époque de la guerre de Cent Ans, et que le château, qui était organisé principalement pour une fonction militaire,
fut souvent pris et repris, car il servait de protection fortifiée, et il vit alors déferler de toutes parts des hordes d'hommes en armes. Finalement, en 1430, il succomba aux assauts répétés du connétable d'Albret, qui le démolit presque entièrement. Aussi vers 1434, c'était un château bien démoli que possédait Charles VII, qui, très endetté, dut céder ce qui restait de la châtellerie de Villeneuve à Christine Chambers, capitaine des archers de sa garde écossaise, en paiement de 3000 royaux d'or dont il lui était redevable. Celui-ci francisa son nom en Christian de la Chambre et récupéra les matériaux de la forteresse démolie pour rebâtir un modeste édifice qui passa aux mains de ses descendants, Nicole, puis Jean de la Chambre, dont la fille Marie épousa Christophe de la Laurencie, qui prit ainsi possession de la châtellerie de Villeneuve vers 1560. Quelques années plus tard, en 1566, son fils François de la Laurencie récupéra Villeneuve, qui était resté en l'état jusqu'alors, et entreprit d'importants travaux de réédification et de restauration du château. Il faut dire qu'au XVIe et XVIIe siècle, Villeneuve se présentait alors comme un château de garnison. Hélas, lors des guerres de religion, il subit encore entre 1568 et 1621 bien des assauts de la part des protestants, entraînant l'arrivée de régiments d'Anjou et de Bretagne, ainsi que des renforts importants en armes et en munitions. Les batailles furent rudes, mais la résistance des habitants eut raison des assauts répétés des protestants, qui déconcertés se retirèrent. Aussi en 1621, Louis XIII, après avoir soumis Saint-Jean d'Angély, félicita les habitants pour leur bravoure et passa 2 nuits au château de Villeneuve. Le château de Villeneuve subit encore de nombreuses modifications au cours des temps, mais il resta néanmoins dans la famille de la Laurencie jusqu'en 1843, où il fut acquis par Louis-Pierre L'Écuyer, dont l'arrière-petite-fille Élisabeth épousa le docteur Roger Soulard, père du propriétaire actuel. Le château de Villeneuve-la-Comtesse, cette forteresse qui fut édifiée vers 1430 par Christine Chambers et qui évolua par la suite grâce à la restauration faite par François de la Laurencie en 1566, correspond à celle qui existe encore et que l'on peut toujours voir de nos jours. Elle a été construite sur une plateforme rectangulaire de 60 mètres de côté environ. Elle est entourée de douves sans eau de plus de 15 mètres de large, dont une partie a été remblayée au cours du siècle dernier. D'après cette ancienne gravure, il semble que la forteresse d'alors comportait 4 tours d'angle, dont 2 seulement restent de nos jours. La tour sud-est de 4 mètres de diamètre et la tour sud-ouest un peu plus large. Toutes deux sont hautes de 14 mètres. Elles sont reliées par les courtines est, sud et ouest, hautes de 10 mètres, de sorte que l'ensemble, vu de l'extérieur, prend l'aspect d'une haute et puissante muraille. Les tours nord-est et nord-ouest ont disparu, probablement au cours du XVIIIe siècle ou au tout début du XIXe, et ont servi à construire la ferme, dont les murs possèdent encore des pierres sculptées et moulurées. Le châtelet, partie principale du donjon, qui servait de porte d'entrée, fait saillie au milieu de la façade nord. C'est une tour carrée, massive, de 10 mètres de côté et de 18 mètres de haut, flanquée à chaque angle nord d'une tourelle pleine, cylindrique et de petit diamètre. L'ensemble était à l'origine couronné de créneaux et de mâchicoulis. La partie haute du châtelet, aujourd'hui détruite, était surmontée d'un toit à 4 pans, ménageant un espace pouvant, pense-t-on, servir de guette. Le donjon de la forteresse a conservé dans son intégralité tout son système de défense. On y trouve le pont-levis à bascule qui donne accès à la porte charretière et à côté la poterne. Cet ensemble qui fut restauré en 1936 donne accès au niveau d'entrée du donjon.
On y pénètre soit par la poterne, cette sorte de porte piétonnière munie d'un petit pont-levis, soit par la grande porte charretière qui permettait à l'époque l'entrée des chariots tirés par les chevaux. On se trouve alors dans une petite salle carrée de 2,5 mètres de côté, limitée en arrière par l'emplacement de la herse en fer, dont les rainures par où elle s'abaissait subsistent encore dans l'épaisseur du mur. Cette salle comporte de chaque côté une archère qui servait à défendre les courtines de part et d'autre du donjon, à l'époque des guerres de 100 ans comme à celle de religion. Elle se trouve au fond d'une profonde niche, voûtée, où l'on pouvait passer une coulevrine. Le sol comporte une citerne qui récoltait l'eau du toit par tout un ensemble de canalisations. Elle était couverte, pour le passage des chariots, d'un solide plancher que l'on enlevait quand le château était en position de défense. On trouve aussi dans la voûte, au milieu de la pièce, un assommoir. C'est une petite ouverture utilisée pour jeter des projectiles sur les assaillants dans le cas où ils auraient franchi le pont-levis. En arrière, après l'emplacement de la herse, on trouve, après avoir gravi quelques marches et traversé une salle de rangement, la porte qui donne accès sur la cour intérieure de la forteresse. Sur le côté de cette salle se trouve une petite porte qui donne accès à 2 niveaux par l'intermédiaire d'un escalier en colimaçon situé dans l'épaisseur du mur. Au premier niveau, on trouve une salle carrée de 3,5 mètres de côté qui abritait la garde chargée de surveiller la forteresse. Elle est éclairée par une fenêtre située au-dessus de la porte charretière. En arrière, en contrebas, une petite pièce servait de lieu de repos pour le corps de garde. Les châteaux forts avaient généralement un four à pain très utile en cas de siège. À Villeneuve, ce four à pain est placé dans cette salle et on peut toujours le voir de nos jours. À côté se trouvent des latrines, chauffées l'hiver par la proximité du four à pain. Au second niveau, une pièce carrée de 4 mètres de côté était voûtée sur croisée d'ogives. Une des nervures repose sur une tête grimaçante aux oreilles pointues. Les autres nervures, dont on ne voit plus que les amorces, ont disparu lors de la démolition en 1843 de la plateforme sur laquelle reposait la partie haute du châtelet. Au XIIe et XIIIe siècle, les donjons avaient leurs différents niveaux séparés par des planchers en bois. Plus tard, au XIVe et XVe siècle, les étages furent dotés, comme dans cette salle, de voûtes en pierre pour éviter que les assaillants ne mettent le feu au plafond. Autour du châtelet ont été construits, vers la fin du XVIIIe ou au tout début du XIXe siècle, côté ouest, le logis, sorte d'habitation où vivaient les propriétaires de la forteresse. Côté est, on trouve une petite maison et les dépendances. Dans celle-ci existe un puits de 17 mètres de profondeur. Il a été surélevé à l'époque de la Renaissance et il est surmonté d'une margelle en fonte qui date du XIXe siècle. En 1913, fut découverte dans la tour sud-ouest une petite pièce circulaire avec une meurtrière ouvrant sur la courtine sud. Cette tour est bien appareillée et donne l'impression d'une construction du XVe siècle. Plus tard, en 1936, on découvrit dans la tour sud-est un cul de basse fosse voûté en calotte, muni à sa partie supérieure d'un trou circulaire. Il a 2,5 mètres de profondeur et est éclairé par une petite ouverture percée dans le mur à la hauteur de la naissance de la voûte. On ne peut terminer cette évocation sans dire que le château de Villeneuve, comme toutes les forteresses de cette époque, a été le témoin de la plupart des guerres de la période médiévale. Souvent démoli, mais toujours reconstruit, il garde encore les marques que lui ont fait subir l'érosion et les outrages du temps. Il est cependant assez bien conservé et dresse toujours fièrement son donjon dans la plaine charentaise. Depuis 1949, il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ses propriétaires tentent non seulement de le sauver,
mais aussi en l'ouvrant aux visites du public, de faire revivre un édifice qui fut pendant de nombreuses années un élément important, mémoire vivante de l'histoire des seigneurs de la région.